Bonjour, je suis le Dr Claude Garceau. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter un peu des nouveautés en maladie thromboembolique et en particulier maladie thromboembolique et cancer suite à la publication du guide de pratique de l'American Society of Hematology qui a été publié en 2021. Je vous donne la référence ici, le 23 février 2001 dans Blood Advance. Le guide est disponible en ligne sans droit, donc libre de droit. Donc, ce guide est quand même assez ardu à lire. Je dois avouer qu'il s'agit d'un effort assez extraordinaire de l'équipe d'anticoagulation de McMaster, qui est une université canadienne. C'est un guide de pratique basé sur l'évidence, avec une analyse rigoureuse des preuves scientifiques disponibles. Il faut dire qu'en thrombose et cancer, il y a peu d'études. Souvent, les données sont fragmentaires, mais l'équipe de McMaster a fait quand même un effort de lire toutes ces études et de nous faire environ une trentaine de recommandations que nous allons regarder ensemble. Les recommandations sont soit fortes ou conditionnelles. Et lorsqu'on parle de recommandations fortes, c'est que c'est probablement la bonne conduite à tenir pour la plupart des patients, sauf exception, et que l'adhérence à ces recommandations fortes doit être considérée comme un indicateur de la qualité des soins. Petit préambule, on sait que 20 de tous les cas de thromboembolie surviennent chez des patients souffrant de cancer, que 20 des patients avec un cancer feront une thromboembolie. Évidemment, le risque de thromboembolie, de saignement et de mortalité précoce due à la thromboembolie varie vraiment selon le type de cancer et selon le type de traitement qui est apporté au patient. 50 des thromboembolies vont survenir en moins de 3 mois du diagnostic de cancer. Et donc, comme médecin, comme clinicien, on doit faire toujours la balance entre le risque de récidive de thromboembolie et le risque de saignement. Et on va tenir compte également des valeurs et de l'opinion du patient, qui est quand même partie prenante dans toutes nos décisions. Donc, on va regarder les 30 recommandations. La première recommandation concerne la prophylaxie primaire chez un patient cancéreux hospitalisé. Est-ce qu'on doit faire de la prophylaxie de la thromboembolie? Alors, il y a 3 études randomisées qui ont été relevées par le groupe, et certaines de ces études comportaient des cancéreux. On peut déjà dire que tous les patients cancéreux ne bénéficient pas nécessairement d'une prophylaxie. Exemple, les patients qui ont un cancer avancé avec une échelle de Karnofsky en bas de 50, donc qui sont quand même assez débilités, 28 de ces patients-là vont faire des thrombophlébite iliofémorales si on fait des Dopplers. Et pourtant, ces thrombophlébite, qu'elles soient traitées ou non, n'ont pas d'influence sur la mortalité du patient. Donc, à un stade avancé de la maladie, peut-être moins utile de faire de la thromboprophylaxie. Et de toute façon, on provoque, en faisant de la thromboprophylaxie, des saignements dans 9,8 des patients. Et donc, les valeurs des patients seront, si on leur offre un traitement qui n'affecte pas la mortalité et qui provoque des saignements, c'est de ne pas l'avoir. Donc, la recommandation 1, tout de même, est d'utiliser la thromboprophylaxie. Donc, c'est une recommandation conditionnelle avec très faible évidence clinique. On a calculé, suite à la lecture des études disponibles, que pour 1000 patients traités, si on offrait une prophylaxie, la thrombophlébite ou la thromboembolie, on allait sauver environ 22 thrombophlébite proximales, 4 embolies pulmonaires, 8 phlébites distales et qu'on pouvait éviter 2 décès. Les effets négatifs sont donc un saignement dans 3 des patients et on peut provoquer une thrombocytopénie induite par l'héparine dans 2 des patients. Le deuxième sujet qui a été abordé, deuxième recommandation, concerne la prophylaxie primaire chez le patient hospitalisé. Est-ce qu'on devrait donner si on se décide à faire de la prophylaxie, est-ce qu'on doit offrir aux patients de l'héparine de faible poids moléculaire ou de l'héparine conventionnelle? Alors, la recommandation du panel est de faire de l'héparine à faible poids moléculaire avec une évidence faible clinique. Et donc, lorsqu'on regarde les études disponibles, pour 1000 patients traités, on va sauver 22 phlébites proximales, aucune embolie pulmonaire, une phlébite distale,
on sauve environ 21 décès. Donc, ça explique pourquoi le panel, le groupe a choisi l'héparine de faible poids moléculaire comparativement à l'héparine. Lorsque vous ne verrez pas dans le nombre de patients traités l'intervalle de confiance, c'est qu'évidemment, l'intervalle de confiance regroupe très largement le 1 et donc les données sont analysées à la lumière de toutes les évidences. Les autres recommandations concernent est-ce qu'on doit offrir une prophylaxie mécanique à la place ou en sus d'une thromboprophylaxie médicamenteuse à un patient cancéreux. Donc, les recommandations 3 et 4, on ne devrait pas offrir de prophylaxie mécanique chez les patients qui ont haut risque, sauf chez les patients qui ont un très haut risque de saignement. Donc, si on décide de faire une prophylaxie parce que le patient a un risque de phlébite élevé, mais qu'il a également un risque de saignement élevé, on peut offrir une thromboprophylaxie mécanique plutôt que médicamenteuse. Et la combinaison n'est pas favorisée. Cette recommandation a quand même une faible évidence clinique. Donc, on a regardé donc, la combinaison mécanique et combinaison mécanique et thromboprophylaxie mécanique et versus thromboprophylaxie médicamenteuse seule dans 4 études dans lesquelles on utilisait la pompe Arthroflow, la pompe pulsatile au pied, la compression intermittente. Et le bénéfice de la combinaison n'est vraiment pas en faveur de la combinaison. En fait, on va sauver en faisant une combinaison 38 phlébites proximales, 3 embolies pulmonaires, 7 phlébites distales et un seul décès, mais on va provoquer 19 saignements. Donc, pour des raisons d'équilibre, le groupe de McMaster a choisi de ne pas favoriser la combinaison prophylaxie médicamenteuse et mécanique. Maintenant, est-ce qu'on doit, lorsqu'on offre une prophylaxie antithrombotique à un patient hospitalisé, est-ce qu'on doit continuer cette prophylaxie au départ? Alors, la recommandation est de cesser la prophylaxie au départ. Donc, c'est une recommandation avec des évidences faibles. Pour certains patients, cependant, chez qui le risque de thromboembolie semble très élevé, on peut considérer de continuer la prophylaxie au départ. Donc, il y a quand même une question de jugement clinique ici. La recommandation 5 nous dit de ne pas la continuer, sauf exception. Et si on essaie de donner une prophylaxie au départ, bien, on n'a presque pas de bénéfice. On sauve seulement 3 embolies pulmonaires et 3 décès en provoquant 13 saignements. Donc, c'est ce qui a fait pencher la balance en faveur de ne pas poursuivre la prophylaxie au départ, sauf pour quelques patients qui auraient un risque thrombotique jugé excessivement élevé par l'équipe traitante. Est-ce qu'on doit maintenant offrir une prophylaxie médicamenteuse ou mécanique pour un patient avec un cancer qui doit subir une chirurgie? Alors, il y a 3 recommandations, les recommandations 6, 7 et 8. On favorise un traitement pharmacologique plutôt que mécanique. Si le risque hémorragique est élevé, on va évidemment favoriser une prophylaxie mécanique. Et si est-ce qu'il y a un risque de thrombose élevé, mais aussi un risque élevé d'hémorragie, on peut, dans certains cas, offrir une combinaison mécanique et pharmacologique. Donc, il reste quand même, dans ces recommandations, énormément d'évaluation individuelle du patient. On favorise également l'ambulation précoce plutôt que la prophylaxie mécanique à tous. Et s'il y a un risque de saignement élevé, la prophylaxie mécanique est favorisée, mais on suggère de passer à une prophylaxie médicamenteuse si on désire poursuivre par la suite. Donc, d'où viennent ces recommandations? Bon, on a trouvé quelques études, surtout avec des chirurgies abdominales, pelviennes ou neurochirurgie. Dans ces populations de patients cancéreux qui devaient avoir une chirurgie, on a évalué d'abord dans le groupe de patients chez qui avaient un risque de base de thrombophlébite, de thrombose d'environ 0,2 %, donc un risque faible, le bénéfice de faire de la prophylaxie médicamenteuse. Et on voit que pour 1000 patients traités, dans ce groupe à faible risque, on sauve
pratiquement rien. Pour les patients qui avaient un risque de thrombose élevé, à ce moment-là, le bénéfice est beaucoup plus grand d'offrir une prophylaxie médicamenteuse. On va sauver environ 44 thrombophlébites profondes si le risque de base est à 6,1 de thrombophlébite de point. L'autre chose, les saignements, évidemment, on provoque environ 10 à 12 saignements par 1000 patients traités. Donc, le groupe de McMaster mentionne quand même le risque d'hémorragie qui est beaucoup plus élevé lorsqu'on fait une prophylaxie médicamenteuse en neurochirurgie. Donc, c'est vraiment à balancer en neurochirurgie. Maintenant, est-ce qu'on doit offrir une prophylaxie mécanique et médicamenteuse versus médicamenteuse seule chez un patient qui a un cancer qui doit subir une chirurgie? Donc, on a trouvé 19 études, un bénéfice modeste et un risque de saignement qui est plus élevé. Donc, effectivement, on peut offrir une combinaison dans certains patients au risque, mais pour les risques faibles, évidemment, la prophylaxie combinée n'apporte rien de particulier. Est-ce qu'on doit offrir maintenant de l'héparine à faible poids moléculaire, de l'héparine, du fondaparinux, du coumadin ou un NOAC en prophylaxie? Donc, les recommandations 9 et 10 nous disent vont vraiment en faveur de l'héparine à faible poids moléculaire ou le fondaparinux, des recommandations conditionnelles avec faible évidence. Évidemment, si le patient est cancéreux, il a une filtration rénale, une DFGE estimée en bas de 30 ml/min, on va préférer l'héparine conventionnelle à l'héparine à faible poids moléculaire. Pour des raisons pratiques, si le patient retourne à domicile, l'héparine à faible poids moléculaire est probablement plus facile que le fondaparinux. Il y a quand même 13 études qui ont comparé l'héparine à faible poids moléculaire versus l'héparine conventionnelle. Il y a un léger bénéfice en faveur de l'héparine à faible poids moléculaire. Donc, on va sauver, si on utilise l'héparine à faible poids moléculaire plutôt que l'héparine conventionnelle, 4 phlébites, 6 embolies pulmonaires et on va sauver 9 décès pour 1000 patients traités pour ne provoquer qu'un saignement supplémentaire. Il y a 3 études qui ont comparé le fondaparinux à l'héparine à faible poids moléculaire. Il y a un bénéfice léger clinique du fondaparinux quant à la prévention des phlébites, mais on va provoquer 7 saignements supplémentaires. Donc, le comité favorise donc l'héparine à faible poids moléculaire malgré tout pour faciliter la transition hôpital-maison plutôt que le fondaparinux. Maintenant, si on décide de faire de la prophylaxie, est-ce qu'on doit donner la prophylaxie préopératoire ou en post-opératoire? Alors, la recommandation 11, on nous dit qu'on devrait donner probablement le plus souvent la prophylaxie post-opératoire, une recommandation conditionnelle faible. En fait, le panel a soulevé le problème d'anesthésie péridurale. Difficile de donner de la prophylaxie lorsqu'on a de la... En fait, c'est impossible de donner une prophylaxie adéquate lorsqu'on fait une anesthésie péridurale en préopératoire. Ce qu'on définit par prophylaxie préopératoire, c'est de l'héparine à faible poids moléculaire ou de l'héparine donnée 12 heures avant la chirurgie. Mais on ne parle pas ici de la prophylaxie donnée immédiatement en salle d'opération. Donc, il y a une seule étude qui a été trouvée par le groupe où on comparait la prophylaxie préopératoire versus post-opératoire. Il s'agissait de patients avec laparotomie pelvienne ou rétropéritonéale. Et on voit quand même qu'il y a peut-être des bénéfices très modestes pour la prévention de la mortalité, de la phlébite et des embolies pulmonaires, mais que les effets secondaires négatifs sont très importants. On va provoquer 16 saignements majeurs. L'intervalle de confiance dans cette étude montrait que le risque réel pouvait être de provoquer 4 décès à plus que 32 décès, à 32 saignements supplémentaires. Donc, c'est pour ça que le groupe de McMaster nous recommande, sauf exception, de donner de la prophylaxie en post-opératoire.
puisque les bénéfices sont à peu près équivalents et qu'on provoque moins de saignements. Après une opération, qu'on a un retour à la maison, est-ce qu'on devrait offrir une prophylaxie prolongée ou limitée à 7 à 10 jours avec arrêt au départ de l'hôpital? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aurais peut-être pensé qu'on devrait faire une prophylaxie prolongée. Eh bien non. Eh bien oui, on recommande de faire une prophylaxie prolongée, une recommandation avec une très faible évidence pour les chirurgies abdominales ou pelviennes. Donc, il y a 5 études qui ont comparé la prophylaxie à la maison 1 à 4 semaines comparativement à une prophylaxie brève cessée au départ de l'hôpital. Le tout s'était fait avec de l'héparine à faible poids moléculaire. Et les bénéfices, 14 phlébites sauvés, 10 phlébites symptomatiques, mais les effets négatifs, mortalité supplémentaire de 6, et cependant, on diminuait curieusement le nombre de réopérations pour saignement. Donc, la balance, quand même, du groupe penche vers une prophylaxie prolongée pour certains patients. De mon côté, lorsque j'analyse leur analyse, je ne suis pas certain de cette recommandation. Les évidences sont quand même faibles. Je vous suggère vraiment de relire ce segment du papier du consensus de l'ASH en cancer. Maintenant, est-ce qu'on devrait faire une prophylaxie versus pas de prophylaxie chez des patients ambulatoires recevant une thérapie anticancéreuse systémique? Les patients qui reçoivent de la chimiothérapie intraveineuse, qu'on devrait leur offrir une prophylaxie. Alors, la recommandation 13, c'est de pas de prophylaxie. Pas de prophylaxie en général pour les patients qui ont un faible risque de thrombose. Et ça, c'est une recommandation forte avec une évidence modérée. Pas de prophylaxie chez les patients avec un risque intermédiaire et on devrait offrir une prophylaxie chez les patients à risque élevé. Donc, c'est une recommandation conditionnelle avec une évidence modérée. Alors, pour savoir le risque de thrombose, on utilise dans les études cliniques le score de Corona, qui est un auteur qui a publié une échelle très simple d'évaluation du risque, une échelle clinique qu'on peut faire en quelques questions. Même chez les patients avec un score de Corona élevé, avec un risque de thrombose élevé, il faut quand même toujours tenir compte du risque de saignement dans notre décision. Alors, le score de Corona, je l'ai mal appelé, c'est Corona, qui est publié dans Blood en 2008. C'est un modèle simple qui permet de prédire la thromboembolie chez les patients en chimiothérapie. C'est dérivé de données d'une cohorte prospective qui comportait au total 2701 patients cancéreux qu'on a divisé en une cohorte d'essai et une cohorte de validation. Alors, les questions suivantes pour faire le score, c'est le type de cancer. Les patients avec cancer de l'estomac et du pancréas ont 2 points. Les patients avec poumon, lymphome, cancer gynécologique, vessie ou testiculaire sont considérés à haut risque, ont 1 point. Les patients qui ont des plaquettes pré-chimiothérapie plus que 350 000 ont 1 point. Lorsque l'hémoglobine est inférieure à 100 ou que le patient utilise de l'érythropoïétine, le score est 1 point. Lorsque les globules blancs pré-chimiothérapie sont supérieurs à 11 000, 1 point. Et lorsque le patient est obèse avec un indice de masse corporelle supérieur à 35, on lui donne 1 point. Donc, les patients qui ont un score faible ont une prévalence de thromboembolie de 0,8 environ, de 0,3 à 0,8 de thromboembolie sur 2 mois, donc considéré comme faible. Les patients avec un indice de Corona de 1 à 2 points ont 2 seulement d'embolie. Et les patients qui ont un score de Corona à 3 points ou plus sont considérés à un risque élevé puisque 7 de ces patients-là vont faire une thromboembolie sur une période de 2,5 mois. Donc, si on regarde les études qui ont utilisé le score de Corona, 12 études avec des patients avec cancer abdominal, thoracique, sein, pelvien, neurologique ou peau, lorsqu'on regarde les bénéfices,
lorsqu'on donne une prophylaxie à des patients avec un risque élevé, par exemple, si le risque est considéré de thromboembolie entre 10 et 19 % sur quelques mois, le fait de donner une prophylaxie va sauver entre 45 et 86 événements, et on voit que l'intervalle de confiance est très favorable à la prophylaxie. On peut sauver environ entre 38 et 119 événements pour ne provoquer que très peu de saignements. Donc, lorsque votre score Corona est élevé, s'il vous plaît, songez à la thromboprophylaxie. Maintenant, est-ce qu'on doit faire une prophylaxie orale ou pas de prophylaxie? On recommande de ne pas utiliser le Coumadin en prophylaxie. C'est une recommandation très forte, mais avec faible évidence. Chez le faible risque, on ne doit pas utiliser l'apixaban ou le rivaroxaban. Dans le risque intermédiaire, si on choisit de faire une prophylaxie, on peut utiliser l'apixaban ou le rivaroxaban ou pas de prophylaxie. Et dans le risque élevé, on devrait utiliser soit l'apixaban ou le rivaroxaban ou pas de prophylaxie. Donc, pas de Coumadin et il y a de la place pour les NOAC. Le Coumadin, lorsqu'il est utilisé dans ce contexte, provoque des bénéfices de prévention de la thromboembolie, mais a des effets négatifs importants. On va provoquer 106 saignements chez 1000 patients, traités. Donc, même si le Coumadin est très bénéfique pour diminuer le risque de thromboembolie et qu'il a une influence sur la mortalité, le panel a pondéré que le risque de saignement majeur était inacceptable pour les patients et pour le système, et donc ne favorise pas l'utilisation du Coumadin chez les patients qui prennent de la chimiothérapie systémique. Pour les NOAC, il y a 3 études, ça j'étais moins familier, qu'on a utilisé les NOAC en prophylaxie chez des patients qui recevaient de la chimiothérapie, donc les études Avert et Cassini. Dans ces études, les patients avaient un risque, selon le score de Corona, supérieur à 2, donc un risque modéré à élevé. Et on a utilisé soit l'apixaban ou le rivaroxaban. Et on voit quand même un bénéfice clinique sur la prévention de la thromboembolie. 37 événements sauvés pour 1000 patients traités, comparativement à seulement que 12 saignements provoqués. Maintenant, une maladie qui est traitée, qui était très thrombogène est le myélome multiple lorsqu'il est traité avec la thalidomide ou les équivalents de la thalidomide en chimiothérapie. Alors, on a regardé la littérature pour savoir si on devait offrir de l'aspirine, de l'héparine à faible poids moléculaire ou du Coumadin. Et les recommandations 16 et 17 du groupe de Hamilton nous recommandent d'utiliser soit l'aspirine, soit le Coumadin ou l'héparine à faible poids moléculaire. Si le patient est considéré à très haut risque, on favorise l'héparine à faible poids moléculaire. Et l'aspirine, bien que ce soit facile à prendre, augmente le risque de saignement pour les patients qui sont sous cortisone. Donc, il y a vraiment là de la place ici pour l'héparine à faible poids moléculaire chez les patients qui reçoivent la thalidomide ou les autres médicaments indiqués dans le titre de cette recommandation. Alors, lorsqu'on regarde l'héparine versus l'héparine à faible poids moléculaire en myélome sous chimiothérapie, les deux médicaments semblent similaires pour diminuer les événements et on va provoquer malheureusement beaucoup plus de saignements avec l'aspirine. Et donc, le panel favorise l'héparine à faible poids moléculaire pour ces raisons. Lorsqu'on utilise l'aspirine versus le Coumadin à très faible dose, un INR avec une dose de Coumadin 1,25 mg, on voit encore là que l'aspirine diminue les phlébites, mais provoque trop de saignements. Maintenant, qu'est-ce qui arrive aux patients qui ont qu'est-ce qu'on fait avec les patients qui ont un cathéter veineux central? Est-ce qu'on doit leur donner une prophylaxie ou non, s'ils ont un cancer? 6 études ont été relevées
pour donner deux recommandations, les recommandations 18 et 19. Alors, on recommande de ne pas faire de prophylaxie, mais on doit quand même considérer la prophylaxie chez les patients qui ont myélome. Puis là, je vous rapporte aux recommandations précédentes. Alors, lorsqu'on regarde les preuves des études, prophylaxie versus pas prophylaxie, on diminue le fait de donner une prophylaxie à 1000 patients va sauver 14 thromboses sur cathéter et diminuer 14 décès pour ne provoquer qu'un saignement. Alors, pourquoi le panel a choisi dans ce cas de choisir pas de prophylaxie? Je vous laisse lire leurs recommandations. Évidemment, c'est des avis d'experts ici. Maintenant, est-ce qu'on peut utiliser le Coumadin à dose ajustée versus pas de prophylaxie? La réponse est non. La prophylaxie à dose ajustée, donc à faible dose, diminue la mortalité et les thromboses sur cathéter, mais va provoquer trop de saignements. Maintenant, question plus simple peut-être, est-ce qu'on utilise l'héparine à faible poids moléculaire, l'héparine, le fondaparinux ou un NOAC pour le traitement initial de la première semaine dans un accident thromboembolique chez un patient cancéreux? 3 recommandations. Évidemment, les recommandations vont en faveur d'un NOAC ou de l'héparine à faible poids moléculaire. Et actuellement, il y a des recommandations pour l'apixaban et le rivaroxaban. Donc, ces recommandations sont conditionnelles avec de faibles évidences. Si le NOAC est non choisi, on va aller évidemment pour l'héparine à faible poids moléculaire plutôt que l'héparine conventionnelle. Donc, c'est une recommandation très forte ici avec une évidence modérée. Et l'héparine de faible poids moléculaire plutôt que le fondaparinux, c'est une recommandation conditionnelle avec très faible évidence. Et le fondaparinux, d'après le groupe de McMaster, n'a sa place que chez le patient a une histoire de thrombopénie induite par l'héparine. Il y a des commentaires quand même dans cette section. Pour l'instant, il y a seuls deux NOAC qui ont une indication en traitement de cancer et thrombophlébite, l'apixaban et le rivaroxaban. On sait que l'apixaban et le rivaroxaban ont probablement une contre-indication pour les cancers gastro-intestinaux parce que dans ces situations, le risque d'hémorragie est plus grand qu'avec l'héparine à faible poids moléculaire. On doit probablement favoriser l'héparine à faible poids moléculaire pour les patients qui ont un débit de filtration glomérulaire estimé en bas de 30 cc plutôt que les NOAC. Et avec les NOAC, on doit choisir en fonction aussi, entre les médicaments, on doit tenir compte des interactions médicamenteuses possibles. Alors, pourquoi on recommande l'héparine de faible poids moléculaire plutôt que l'héparine conventionnelle? Bien, il y a quand même 15 études, j'en revenais pas quand même, 15 études sur le sujet. Et le fait d'utiliser l'héparine à faible poids moléculaire, on sauve 46 décès et on sauve environ 30 thromboembolies sans provoquer de saignement supplémentaire. Donc, clairement, l'héparine à faible poids moléculaire plutôt que l'héparine. Le fondaparinux versus l'héparine à faible poids moléculaire, il y a une seule étude, aucun bénéfice. Et on augmente la mortalité, donc fondaparinux n'a pas sa place. Pour le NOAC versus l'héparine à faible poids moléculaire, le NOAC est au moins équivalent à l'héparine à faible poids moléculaire pour la prévention des thromboembolies. Et donc, on peut l'utiliser dans cette situation. Maintenant, le patient a fait un épisode de thromboembolie. Il y a de l'héparine à faible... Est-ce qu'on doit donner de l'héparine à faible poids moléculaire, du Coumadin ou un NOAC pour les 3 à 6 premiers mois de traitement suivant une thromboembolie? Alors, 3 recommandations. Évidemment, on sait maintenant que les NOAC, l'apixaban, l'édoxaban, le rivaroxaban, plutôt comparatifs à l'héparine à faible poids moléculaire, peuvent être choisis. Pour cela, on a des évidences conditionnelles et les évidences cliniques sont faibles. On peut privilégier le NOAC plutôt que le Coumadin. On a des évidences conditionnelles. Les recommandations sont conditionnelles avec une faible évidence clinique. Et si on ne choisit pas de NOAC, l'héparine de faible poids moléculaire, évidemment, plutôt que le Coumadin. Donc, on doit faire attention toujours au NOAC avec les cancers digestifs parce que le risque de saignement est plus grand.
on doit toujours choisir d'entre les NOAC en tenant compte des interactions médicamenteuses possibles, du risque de saignement et de la préférence du patient. Et si le patient a une fonction rénale diminuée, une DFGE en bas de 30 cc minutes, l'héparine de faible poids moléculaire peut être considérée. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet. En ce qui concerne l'héparine de faible poids moléculaire pour un traitement entre 3 et 6 mois et du Coumadin, bien, évidemment, l'héparine de faible poids moléculaire est supérieure avec une diminution très significative de la thromboembolie de 57 événements et le bénéfice dans l'intervalle de confiance pouvait aller de 34 événements sauvés à 76 événements sauvés sans augmentation du risque de saignement. Donc, une recommandation forte pour l'héparine à faible poids moléculaire. On va utiliser le Coumadin plutôt que l'héparine de faible poids moléculaire en insuffisance rénale. Et il faut savoir malheureusement que le Coumadin a quand même beaucoup d'interactions médicamenteuses chez les patients qui ont une thérapie complexe en chimiothérapie, donc son utilisation tout de même n'est pas facile. Lorsqu'on compare le NOAC au Coumadin, dans ce cadre, 3 études, bénéfices francs en fonction du NOAC pour la prévention de la mortalité de thromboembolie, mais évidemment, c'était des évidences cliniques faibles, et on paye le prix cependant on diminue également le risque de saignement, évidence clinique faible. L'héparine, le NOAC versus l'héparine de faible poids moléculaire pour les 3 premiers 6 mois de traitement pour une thromboembolie, il y a 4 études. Bénéfice, clairement, le NOAC qui est comparable à l'héparine de faible poids moléculaire pour les bénéfices. Il y a peut-être une légère augmentation des saignements. Alors, toujours la même recommandation, ne pas utiliser un NOAC lorsqu'on est en présence d'un cancer digestif qui peut saigner. Maintenant, il y a les dernières recommandations, puis je sais que c'était un long cours, mais quand même, on va terminer bientôt, je vous le promets. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on découvre, par exemple, au CT, une embolie pulmonaire qui est asymptomatique? Est-ce qu'on doit la traiter pendant 3-6 mois ou l'observer? Qu'est-ce qu'on fait dans le cas de l'embolie sous-segmentaire? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a une thrombose à des endroits atypiques comme la veine splanchnique? Donc, pour l'embolie asymptomatique et pour l'embolie sous-segmentaire, le panel est en faveur de l'anticoagulation à court terme plutôt que de ne pas traiter. Évidemment, c'est un peu des recommandations conditionnelles avec de très faibles évidences cliniques dans les études. Pour la thrombose splanchnique, on considère plusieurs choix. Rien faire, observer ou anticoaguler à court terme. Évidemment, il faut tenir compte de plusieurs facteurs que je vais discuter dans quelques minutes. Donc, dans l'embolie asymptomatique, on doit tenir compte de l'âge du caillot et du risque de saignement. On doit choisir, si on choisit une prophylaxie, on doit choisir un anticoagulant, comme dans les recommandations plus générales sur la thrombose et le cancer. Donc, dans l'embolie asymptomatique, il n'y a quand même aucune étude de fait. On a retrouvé quand même 11 cohortes qui comportent environ 926 patients. Et lorsqu'on décide de traiter, il semble dans ces cohortes qu'on diminue la mortalité, la thromboembolie et l'embolie. Donc, des chiffres assez impressionnants, mais un risque de saignement de 7,8 %. Donc, il faut faire la balance dans ces cas-là entre le risque de saignement présumé et quand même des bénéfices probables sur la mortalité, la thromboembolie ou l'embolie. Dans ce qui concerne l'embolie sous-segmentaire unique, il n'y a seulement que 9 études d'observation qui ont été retenues par le groupe de McMaster. On recommande une anticoagulation si le risque de saignement est faible. Le problème de l'embolie sous-segmentaire, c'est qu'il y a beaucoup de faux positifs. L'interprétation entre les radiologistes peut différer. Et on devrait probablement faire un Doppler à ces patients-là. Si on retrouve une phlébite, évidemment, on va les anticoaguler. S'il n'y a pas de phlébite, il faut tenir compte de la variabilité du interobservateur au diagnostic.
Pour la thrombose des veines viscérales ou splanchniques, 5 études d'observation seulement. Donc, on ne donne pas de recommandations spécifiques. On dit aux cliniciens, le groupe de McMaster nous dit de tenir compte de la certitude du diagnostic. Est-ce qu'on est certain qu'il y a vraiment une thrombose splanchnique? Est-ce que c'est aigu ou chronique? Si c'est aigu, bien, on va favoriser peut-être plus l'anticoagulation. L'étendue de la thrombose, les symptômes, est-ce que le patient est symptomatique? On présume que lorsqu'on commence un traitement, il va s'améliorer de façon symptomatique. Et est-ce que le risque hémorragique est faible ou élevé? Maintenant, si on a une thrombose sur cathéter, est-ce qu'on garde le cathéter en place ou on l'enlève? Est-ce qu'on l'anticoagule? Donc, la recommandation, c'est de garder le cathéter en place. Les évidences sont quand même faibles dans la littérature. En cas de thrombose de cathéter, on va favoriser l'anticoagulation si le risque hémorragique est faible. Maintenant, s'il y a une infection ou que le cathéter n'est plus nécessaire, on recommande de le retirer. Et si c'est impossible d'anticoaguler, il faudrait peut-être quand même songer à retirer le cathéter. Ce sont les recommandations des experts. Un des derniers points soulevés, si on fait une thrombose sous héparine de faible poids moléculaire, le patient prend son héparine de faible poids moléculaire, est-ce qu'on doit augmenter l'héparine de faible poids moléculaire ou continuer le traitement standard? Alors, la recommandation 30, c'est suite à 3 petites études d'observation, c'est d'augmenter les doses d'héparine de faible poids moléculaire. Et évidemment, si on décide d'augmenter les doses, bien, on doit tenir compte du risque de saignement puis balancer un risque de saignement qui est majoré dans cette situation. Maintenant, si on a un filtre, est-ce qu'on doit utiliser les filtres dans la veine cave en cas de thromboembolie récurrente malgré une anticoagulation adéquate? Il y a une étude d'observation il y a un registre international de la Société de thrombose et d'hémostase. Et les avis des experts, c'est de ne pas mettre de filtre. Et la poursuite de l'anticoagulation n'est pas possible, parce que le patient, il saigne ou il y a d'autres raisons, et qu'on décide tout de même d'utiliser un filtre, on doit utiliser un filtre rétractable jusqu'à ce qu'il soit possible de réanticoaguler les patients. Et dans le registre ou l'étude mentionnée, les bénéfices, on va sauver environ 132 épisodes de mortalité. On va sauver également 133 thromboembolies, 197 embolies. Le problème du filtre en place, c'est le saignement. On augmente énormément les taux de saignement lorsqu'on utilise le filtre dans la veine cave. Donc, qu'est-ce qui est mieux? C'est de ne pas utiliser le filtre, de poursuivre l'anticoagulation. Si on est obligé d'utiliser un filtre rétractable, mais on paie le prix par des saignements qui sont plus importants. Est-ce qu'on doit utiliser une anticoagulation long terme versus court terme? Est-ce qu'on doit utiliser, et lorsqu'on a une thrombopolie et cancer, long terme, c'est plus que 6 mois ou seulement 3 mois. Est-ce qu'on doit utiliser un NOAC ou de l'héparine à faible poids moléculaire si l'anticoagulation doit être plus que 6 mois? Alors, on favorise, dans le cas d'un événement thromboembolique avec un cancer actif, une anticoagulation de plus de 6 mois plutôt que 3 mois. Donc, une recommandation conditionnelle avec très faible évidence. Si l'anticoagulation est plus que 6 mois, un NOAC ou de l'héparine à faible poids moléculaire plutôt que le Coumadin, conditionnel à très faible évidence. Et on doit considérer le risque de saignement et on doit cesser, puis ça c'est important ici, les anticoagulants en fin de vie. Alors, plus que 6 mois versus 3 mois, 2 études de cohorte. Alors, il y a des bénéfices légers sur les événements thromboemboliques, moins de phlébite, moins de thromboembolie, mais on paye le prix avec un peu plus de saignement. En fin de vie, mais là c'est clair, cohorte de 214 patients avec cancer et une autre cohorte avec 1079 patients, les effets négatifs de poursuivre l'anticoagulation prolongée, c'est environ jusqu'à 10 % de saignement dans la dernière semaine de vie. Donc, tant pour les patients que pour les traitants, en fin de vie, on suggère d'arrêter les anticoagulants, quitte à provoquer un peu plus de thromboembolie,
mais moins de saignements. Le saignement digestif ou le saignement étant considéré par les patients et les traitants comme un problème plus important qu'une récidive thromboembolique. L'anticoagulation indéfinie versus finie, bien, tant que le patient est actif, il semble qu'il y a des bénéfices à poursuivre l'anticoagulation pour les événements sauvés. Vous voyez qu'on sauve beaucoup plus de thromboembolie, mais qu'on va provoquer quand même plus de saignements. Donc, il faut balancer encore là la prévention des thromboembolies versus l'augmentation des saignements. Est-ce qu'on utilise un NOAC versus l'héparine à faible poids moléculaire? Bien, le NOAC semble provoquer plus de saignements que l'héparine à faible poids moléculaire, mais est d'une efficacité équivalente pour la prévention des thromboembolies. Alors, je sais que c'est une présentation plus aride qu'à l'habitude, et je vous jure que la lecture du texte est encore plus aride que ma présentation. J'espère tout de même qu'avoir fait un survol efficace et rapide de ces recommandations de l'ASH. Je vous remercie de votre écoute attentive et comme mentionné plus tôt, vous pouvez retrouver le guide de l'ASH en ligne. Il semble être libre de droit, donc accessible à tous pour une lecture plus attentive. Alors, je suis le Dr. Claude Garceau de l'IECPQ et je vous remercie et à la prochaine.